de ces carnets noirs votre itinéraire pour arriver d'abord dans une rédaction, et puis la carrière que vous avez faite à la Cité, à l'hebdomadaire spécial, et puis au soir. Ok? Je n'oublie rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre rencontre avec l'Afrique, elle ne se passe pas en terre africaine. Vous évoquez Laurent Désiré Kabila lors de votre premier voyage en Afrique, c'était la Tunisie, puis c'était la Libye, et non pas l'Afrique noire. Mais l'Afrique, elle vient à votre rencontre quand vous êtes encore une enfant, parce qu'il y a des gens qui vous parlent de l'Afrique. Donc vous avez d'abord une connaissance de seconde main de l'Afrique qui est un peu normée. Oui, mais l'Afrique, je suis comme tous les Belges d'avant les années 60, où l'Afrique peuple mon imaginaire. Je ne la connais pas, je n'ai jamais mis les pieds, mais elle est présente dans les bandes dessinées, dans les chocolats Côte d'Or, dans les petites images, dans les petites vignettes qu'on reçoit, dans les récits de missionnaires, dans ce qu'on nous raconte à l'école, dans le papier d'argent qu'on devait garder parce que c'était les petits nègres. Une sorte d'histoire comme ça qui me faisait rêver, avec toujours quand même une petite pointe de doute, est-ce que tout ça est bien vrai? Est-ce que toute cette histoire magnifique et magnifique qu'on me raconte, est-ce qu'elle est bien exacte? Avec toujours aussi en sous-titre, il faudrait quand même que j'aille voir moi-même parce que je ne crois quand même pas tout ce qu'on dit. Voilà, et ce que vous avez fait, après vous en avez fait votre métier. Alors, je ne vais pas introduire non plus Jean-Louis Lippert, mais je vais essayer, je vais me risquer à introduire ce livre. Or, ce livre, vous voyez, il fait un certain poids. Moi, c'est un des livres les plus difficiles dans lesquels j'ai eu à rentrer, avec, je dirais, Ulysse de Joyce. Donc, c'est un sacerdoce. Il faut rentrer dedans parce qu'il y a des codes. Si vous connaissez un peu l'Afrique, la chose va vous être évidemment beaucoup plus facile et vous allez comprendre les figures, les métaphores, je dirais presque les figures satiriques à certains moments, mais on n'est pas dans la satire, on est dans l'onirisme, on est dans la poésie pure, on est dans quelque chose de débordant, de flamboyant, comme si quelque part le but était de partager la flamboyance de l'Afrique avec la légitimité de quelqu'un qui y est né. Parce que vous, contrairement à Colette, vous allez y vivre, vous êtes né à Stanleyville, vous allez y vivre 9 ans, et puis cela va nourrir vos réflexions jusqu'à la publication de ce livre en 1994. Est-ce que c'est une Afrique rêvée, ou c'est une Afrique idéalisée, ou c'est une Afrique que vous jugeriez factuelle? Tout acte créateur est une opération chamanique de rencontre avec les esprits qui, dans la tradition biblique, étaient appelés les Elohim. C'est le point de vue de la sirène du fleuve Congo. La donc, sirène du fleuve Congo, excusez-moi. C'est elle qui est la principale responsable ou coupable de chaque phrase dont est composé ce roman. Je n'en ai été personnellement que le scribe. Alors, la sirène du fleuve Congo. De quoi s'agit-il? Et c'est là où il y a un rapport avec la démarche de Colette Brackman. Il y a comme un bond dans l'au-delà, au sens où Rilke disait que serait la musique si elle n'allait pas très loin au-delà de toutes les choses. Alors, ce bond dans l'au-delà, il caractérise, à mon avis, tout autant le travail de Colette Brackman que celui du scribe qui a reçu les informations de la sirène du fleuve Congo. C'est-à-dire qu'il y a là une démarche. Alors, j'ai beaucoup aimé un substantif que vous avez utilisé, sacerdoce. J'ai l'impression que ce mot s'applique beaucoup plus encore, si on veut, à la démarche de Colette qu'à la mienne, parce que là, on entre dans, pour tenter de répondre à votre question
de manière le plus globale possible, on entre pratiquement on s'ouvre. C'est une question anthropologique, c'est-à-dire que c'est toute la question de l'humanité qui est posée dans cette démarche, et ce qui fait qu'on se retrouve maintenant, 30 ans plus tard, 30 ans, une trentaine d'années, disons un tiers de siècle après la première publication, et on est forcé d'essayer d'envisager aujourd'hui, on essaie d'envisager la signification, le réseau de sens qui pouvait être contenu dans ce qu'on a fait à cette époque-là, en fonction de ce qui s'est passé depuis lors. Et c'est là où, éventuellement, ce que nous avons fait a une validité. En quoi est-ce que ce que nous avons pu faire sur plusieurs décennies dans le passé, en quoi ça peut être éclairant pour aujourd'hui, et même éventuellement projeter une lumière sur le futur. Et donc c'est la pertinence de ce débat. Donc, si on regarde ce qu'a été notre comportement au Congo, notre échec éventuellement et la renaissance qu'on peut y apporter, c'est donc bien de cela que vous parlez aujourd'hui. Donc, ce que j'essaye d'introduire, ou disons ce que la sirène du fleuve m'incite à introduire ce soir, c'est la question, la question de savoir, est-ce que le monde dans lequel nous vivons, donc le monde occidental, le monde dans lequel nous vivons, oui ou non, a-t-il fait mentir Goethe, qui est un représentant éminent de ce monde occidental, donc représentant de cet humanisme dont se prévaut la société à laquelle nous appartenons? Est-ce que le monde dans lequel nous vivons, et donc en considérant que ce monde-là donc, essentiellement dépend par ses caractères, essentiellement du phénomène de la colonisation, est-ce qu'il tient ses promesses? Est-ce qu'il tient ses promesses, ou est-ce qu'il trahit les promesses donc, de cet humanisme? Et donc quand Goethe dit nous appartenons à l'espèce qui s'efforce d'aller des ténèbres vers la lumière. Alors, c'est donc la question qui est posée, c'est donc un certain nombre de décennies après ce que nous avons pu vivre, expérimenter, ce dont nous avons essayé de témoigner donc, dans un passé qui commence déjà à compter, dans quelle mesure, inconsciemment, nous avons essayé d'être à la hauteur de cet enjeu qui est donc anthropologique, dans quelle mesure nous n'avons pas trahi quelque chose d'essentiel de notre enfance et de ce qui nous a été inculqué. Je fais une petite parenthèse. Dès le début de ces carnets noirs, Colette Brackman fait allusion à ce que lui disait sa mère quand elle était petite. Si tu dis la vérité, tu ne dois craindre personne. Alors, imaginons un instant, monsieur l'Allemand, qui est bien placé pour savoir donc dans quelle turpitude se trouve le monde médiatique aujourd'hui, d'une manière générale, malgré tous les efforts que vous pouvez faire, enfin le combat que ça peut être. Venons-y, terminons votre pensée. La question qui est posée, et qui est finalement l'enjeu de tout travail, de tout mon travail, de tout travail littéraire en général, y compris Ulysse de Joyce. Donc quand le personnage Stéphane Dédalus donc se retrouve au bord du canal, auquel répond d'ailleurs le canal Moselle, le canal de Dublin, et qu'il est là avec ses chaussures aux semelles trouées, et qu'il est là donc et qu'il dépose comme conclusion à propos de cette société comment faire son magot.
Donc il résume à un moment donné, donc, vous voyez, l'immensité du Ulysse de Joyce, et à un moment donné, il y a cette petite constatation du héros principal où Joyce dit l'essentiel de finalement ce qu'il pense. Au fond, cette société, elle est constituée d'atomes, de gens qui bougent dans tous les sens, avec comme finalité comment faire son maillot. Et donc, mais en même temps, cette société donc, qui se caractérise, dont la richesse, l'opulence est présentée comme toute naturelle, mais qui vient du pillage, et du carnage. On le voit encore aujourd'hui, à peu près partout. Donc cette humanité veut passer des ténèbres à la lumière, c'est en tout cas sa prétention. Je vous ai bien synthétisé, absolument. Alors, je voudrais quand même dire, parce que les gens vont se demander ce qu'il peut y avoir de mystérieux dans ces 400 et quelques pages. Essentiellement, c'est un narrateur, mais un narrateur qui porte différents habits, différentes identités, qui revient en Afrique en quête de ce qu'on pourrait appeler sa grand-mère portugaise, chanteuse de fado sous le nom de Mami Wata. Mami Wata, je le répète pour clarifier, c'est donc cette sirène d'eau douce dont le mythe anime le Congo, mais d'autres pays d'Afrique également, d'autres fleuves d'Afrique. Et donc, ce narrateur va rencontrer différents personnages, différents protagonistes, et alors il y a des ruptures de ton qui font que nous sommes dans une sorte de symphonie, c'est-à-dire, je ne peux pas avoir de meilleure comparaison, c'est-à-dire que vous avez le plaisir de passer d'un instrument de littérature à un autre, des rebonds, et ça donne une complexité qui est absolument ahurissante. Donc, pour résumer, nous avons deux textes que tout sépare. Nous avons un texte qui est centré sur la personnalité d'un témoin. Essentiellement, Mes carnets noirs, c'est la naissance de Colette Brackman et c'est sa carrière. Et à travers cela, on voit évidemment l'Afrique. L'autre, c'est une personne qui a évidemment des souvenirs, mais qui parle d'un territoire et d'un monde. On parle très peu de Jean-Louis Lippert, finalement, si ce n'est de manière indirecte. Alors, vous avez un texte qui est particulièrement fluide et facile de lecture, je dirais même drôle à certains moments, puisqu'il y a de l'autodérision, et puis l'autre qui est débordant, baroque, lyrique, onirique. Mais ce sont deux auteurs qui sont donc bercés par une même représentation de l'Afrique. Et je pointe en commun un même magnétisme, excusez-moi, on va aller directement dans les aspects politiques, un même magnétisme pour M. Patrice Lumumba. Alors racontez-nous, Colette, qui est pour vous Patrice Lumumba? Comment il arrive dans votre imaginaire de futur journaliste, parce que vous n'êtes pas encore journaliste à l'époque, comment il représente une sorte de Che Guevara du continent africain? Ça, ce sont des pages intéressantes qui montrent à quel point vous aviez déjà une attirance pour les causes africaines. J'étais surtout touchée par les événements, comme beaucoup de Belges à l'époque. La radio tournait sans arrêt, on écoutait la radio, je lisais les journaux qui n'étaient pas le soir d'ailleurs. Et il y avait une passion en Belgique autour de moi, on ne parlait que de ça. C'était les événements de 60, les Belges qui revenaient, la diabolisation de Patrice Lumumba. Et moi j'étais encore une gamine, quand j'étais à l'école, je ne savais rien. Mais j'étais quand même intriguée par la diabolisation d'un seul personnage qui cristallisait tout ce que les Belges autour de moi détestaient. Et donc j'étais curieuse, je dis mais qui est ce type? Pourquoi le hait-on à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il représente? Et il y avait aussi chez moi ma maman invitait, ça je ne l'ai même pas dit dans le livre, invitait parfois de jeunes Congolais qui étaient venus à l'Expo 58 pour déjeuner le dimanche. Et eux, lui, c'était un garçon, il tenait un autre langage. Il dit, mais pour nous, c'est un héros, il dit ce que le peuple pense, enfin, il avait une toute autre lecture. Et donc j'étais intriguée. Et surtout, j'avais l'impression, la certitude qu'autour de moi, on mentait. Je n'en avais aucune preuve, j'étais absolument incapable de le démontrer, mais ça puait le mensonge. Le mensonge dans la manière dont les Belges avaient géré la fin de leur présence coloniale. Le mensonge surtout dans les circonstances de la mort de Lumumba. Il n'est pas mort, il a disparu, on ne sait pas où il est, etc. Ça, je n'ai aucun élément
de preuves, mais ça sentait le mensonge d'État. Et donc j'étais intriguée, j'avais envie d'en savoir plus, et je dirais, j'étais très jeune, mais je dirais la conclusion, c'est vraiment dégueulasse, je sens qu'on ment, comment le savoir, je dois aller, si je pouvais aller voir moi-même, j'interrogerais tout le monde, et j'avais envie d'y aller, parce que le journal qu'on lisait chez moi avec dévotion, j'avais la certitude qu'il ne disait pas la vérité, en tout cas pas toute la vérité. Et donc cette histoire m'a titillée pendant des années. Un jour, je dois aller voir moi-même parce qu'on me raconte des histoires. Alors nous sommes plus de 60 ans après ce dossier. Aujourd'hui, avec votre expérience de journaliste, avec les différentes sources que vous avez rencontrées, quand on vous dit Patrice Lumumba, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? À quoi est-ce que vous pensez? Quelle est l'idée forte que vous retenez autour de Patrice Lumumba? Sans entrer dans les détails de son assassinat, est-ce que, par exemple, Jean-Louis Lippert dit à un moment, fait comprendre qu'à cette époque-là, nous étions dans un Congo de blancs qui était essentiellement fasciste et un Congo d'apartheid à la sud-africaine. Quand vous voyez cette disparition du corps de Patrice Lumumba, toutes les révélations qui vont venir en chapelet, quelle est l'idée forte qui vous vient? Est-ce qu'il est toujours votre Che Guevara de la jeunesse? Non, c'était un héros congolais, mais c'était surtout un homme qui n'était pas allé à l'école des Blancs. Il n'avait pas suivi les cours des missionnaires, il n'avait pas été à l'école. C'était un autodidacte. Et ça me touchait beaucoup déjà à l'époque, parce que je disais, il n'a pas étudié, il n'est pas allé à l'école, il n'est pas allé à l'université, il n'a pas été cornaqué par le colonisateur dans son parcours intellectuel. Il a appris les choses par lui-même, en lisant, en parlant avec les gens. Il avait voyagé de Kinshasa justement à Kisangani. Il avait voyagé dans le pays. Il s'était fait élire dans une région qui n'était pas sa région d'origine. Et donc il représentait quelque chose d'autre qui était peut-être une certaine vérité des Congolais qui n'était pas passé par le moule de la colonisation. Et c'était d'autant plus frappant que même à l'époque, on savait très bien qui étaient les Belges, qui étaient nos amis, et ça j'insiste là-dessus, nos amis c'était ceux qui se trouvaient invités à la table ronde, qui négociaient les conditions de l'indépendance, et après on allait savoir dans quelles conditions c'était le transfert des avoirs de la colonie dans les banques de Belgique, c'était promouvoir des Congolais à des postes et leur dire que s'ils acceptaient d'être dociles et en bon terme avec les Belges, ils allaient être récompensés par la métropole, on ne les oublierait pas, ils auraient une maison, un appartement, ils seraient bienvenus en Belgique, alors que Lumumba, lui, était diabolisé à un point qui me paraissait excessif et délirant. Mais il parlait le langage du peuple et des gens, les quelques Congolais que je connaissais en Belgique le reconnaissaient un peu, ils disent ce que nous-mêmes nous pensons. Mais ce n'était pas ça le discours que les Belges voulaient entendre. Et jusqu'aujourd'hui, quand je réfléchis au degré malheureusement de corruption qui caractérise ce pays, je me dis, ils ont été à bonne école. On a inoculé le lien entre l'argent et la politique, on leur a inoculé ça en 1960 ou juste avant, dans les négociations d'avant l'indépendance. La politique, ça peut vous enrichir, ça peut rapporter, mais on doit marcher dans les clous. Voilà. Et c'est la clé de la compréhension jusqu'aujourd'hui de ce qui se passe dans ce pays. La politique, c'est lié à l'argent. Et Lumumba, il avait d'autres défauts, il était reporté, tout ça, manquait d'expérience, bien entendu, mais il n'était pas lié à l'argent. Et donc, pour les Belges, il était, comme on disait à l'époque, incontrôlable. Parce que lui, on ne pouvait pas l'acheter. Et alors, il tenait des discours qu'on n'avait pas relus avant, qu'on n'avait pas prévus. Il s'est lancé dans un discours mémorable devant les relais belges. Personne n'avait lu sa copie avant, sauf Jean Vallierde, qui lui a dit « Oh la Patrice, quand même, tu vas loin. » Il dit « Ok, mais j'y vais. » Et puis, il a encore... Bon, les images le montrent. Il écrit encore au moins quelques minutes avant de prendre la parole. Il se laisse aller. Et ce qu'il dit
exprime ce que pensent les Congolais. Nous avons connu les humiliations, la loi n'était jamais la même selon qu'on soit blanc ou noir, etc. Il exprime, et c'était un discours qui était destiné à son peuple, pas aux Blancs, pas aux rois des Belges, pas aux Occidentaux. C'était destiné à ceux qui allaient connaître enfin l'indépendance. Et ça, on ne lui a pas pardonné. Et même moi, à l'époque, j'avais lu ce discours de Lumumba et je le trouvais courageux, provocateur, difficile. Et je me disais, cet homme, j'avais un pressentiment, cet homme va mourir. Cet homme a signé, il a signé son avènement. Petite précision à ce propos-là. Justement, je voulais vous interroger. Attendez, je vais vous interroger là-dessus. Donc, Lumumba, authenticité, une sorte d'authenticité qui échappe au carcan du... Ça, c'est un mot boutiste, l'authenticité. Une vérité. Oui, une vérité. Qui est celle de son peuple. Une vérité qui est celle de son peuple, qui échappe donc au filtrage du colon. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il est devenu chez vous une figure importante? Tout d'abord, une toute petite précision, donc qui est assez peu connue, mais qui m'a été rapportée chez les vieux lumumbistes sur le fleuve, m'ont donné cette précision, c'est que le discours avait été lu au préalable par les autorités belges. Donc il n'était absolument pas question pour les autorités belges de laisser parler ce diable sans contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait un discours officiel qui avait été rédigé préalablement, qui avait été soumis à la censure des autorités belges, et tout le monde donc était bien d'accord. Et c'est au tout dernier moment, donc je pense que c'est Kasavubu qui a pris la parole en premier lieu, et pendant ce temps-là, Lumumba a griffonné donc ce qui allait être le vrai discours. Et donc il a pris tout le monde à contre-pied, et c'est en ça qu'il a commis donc le crime. Mais ceci dit, je tenais à poser, parce que donc si par exemple on posait la question à la sirène du fleuve, donc comment répondrait-elle, elle, à cette question? Et donc ça nous obligerait à élargir la focale de manière telle qu'on essaierait de regarder ces événements et d'une manière générale les circonstances de la colonisation belge dans son ensemble. Si on essayait de regarder ça avec les yeux de ceux qui verront ça dans 100 ans, ne serait-ce que dans 100 ans, je peux dire aussi dans 1000 ans, qu'est-ce qu'on apercevra? Ceci donc, je parle sous le contrôle de la sirène du fleuve. C'est pas moi qui invente une énormité pareille. Vous êtes très beau en sirène. Qu'est-ce que donc, dans 100 ans, et plus encore dans 1000 ans, on constatera à propos de ce que fut ce pays-là à cette époque-là? On dira ceci: l'homme politique belge le plus noble, le plus important, qui correspondait le mieux aux principes supposés, donc moraux, religieux, de la Belgique, c'était Patrice Lumumba. Il est le plus important homme politique belge depuis que la Belgique existe. Ça, bien sûr, on ne peut pas le dire publiquement aujourd'hui, ça c'est pour les gens qui nous souffrons. Et je tenais à, puisqu'on est en train d'élargir la focale, à rappeler ce que disait Aimé Césaire quand il disait « La colonisation barbarise plus le colonisateur prétendument civilisé que le colonisé soi-disant barbare ». Et j'ai eu la chance immense de rencontrer Aimé Césaire il y a 20 ans, c'est-à-dire 10 ans après la publication de Mami Wata. Il était d'ailleurs émoustillé à l'idée de... Enfin, quand il parlait de la colonisation, eh bien, il envisageait évidemment sous ses aspects économiques, politiques, mais plus encore culturels. Donc, dans la manière de voir d'un génie comme Aimé Césaire, et donc dans sa façon de voir, donc de capter l'héritage de cet autre génie qu'est Patrice Lumumba, il
il y a nécessité d'une vision globale qui fait que ces deux personnages sont tous les deux des génies poétiques, en même temps que des génies politiques et des génies éthiques. Donc, d'une certaine façon, ils renvoient comme en miroir à la société occidentale. Ils renvoient. Donc, qui, attention, en disant tout ceci, et pour moi c'est un des enjeux de tout travail littéraire, on s'interroge aussi pourquoi dans Mamiwata y a-t-il toute une série de familles, de lignées qui s'entrecroisent, juives, grecques, russes. Un des enjeux de la littérature, c'est d'interroger nos propres racines. Donc, il n'est pas question de venir caricaturalement dénoncer le monde occidental comme ça de manière abstraite. Non, la question c'est de poser la question, de confronter les actes, la réalité avec l'idéologie, avec le discours idéologique, avec la légitimation. Et c'est de cela que des enfants, peuvent ressentir très profondément en très bas âge. Et donc, même si Colette était à ce moment-là en Belgique et moi j'étais au Congo, on a ressenti la même chose. On a ressenti la même chose. Et une question que je me pose, comment se fait-il que d'une manière générale, dans les trois grandes langues européennes qui ont donné lieu, qui se sont répandues dans la colonisation, donc le français, l'anglais, l'espagnol, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de témoignages des petits, puisqu'on appelle donc le mot créole est un mot qui s'applique à ceux qui sont nés dans les colonies. Comment se fait-il? Ça me sidère, ça je n'ai pas de réponse à cette question. C'est tellement fracassant, le choc entre le discours officiel, donc le conditionnement idéologique dans lequel vous êtes plongé en tant que petit enfant, donc en particulier religieux, le choc entre ce conditionnement idéologique et la réalité que vous vivez en étant confié entre les bras, donc en très bas âge, d'une boyesse, qui vous apprend à compter sur vos doigts en swahili, avant même d'apprendre à... Et donc qui vous offre un amour pratiquement surnaturel, et en même temps, ainsi que les boys, pour un petit enfant. Et donc c'est incompréhensible d'en même temps se trouver dans le décalage, le hiatus entre cette réalité ressentie et vécue par le petit enfant et en même temps donc, le système de représentation du monde adulte donc, qui traite ces gens-là comme quelque chose qui est entre la bête et la chose. Entre la bête et la chose. Et donc c'est tout à fait incompréhensible. Ça veut dire que l'enfant qui sort de là est de toute façon fracassé, et je suis absolument stupéfait par le fait que ça n'ait pas donné lieu à plus de témoignages. Donc ça doit vouloir dire que dans les milieux familiaux, il doit y avoir eu un conditionnement particulier au retour d'Afrique. Donc en Europe, il doit y avoir eu un conditionnement qui, dans mon cas, a fait défaut. Voilà. Alors, ce conditionnement, quelque part, excusez-moi si c'est une interprétation personnelle, mais il y a une figure dans votre roman qui le caractérise, qui l'incarne, c'est Panoptique. Or, Panoptique, c'est, me semble-t-il, si j'ai bien compris votre texte, c'est une métaphore de ce conditionnement politique, de ce média qui serait aux ordres et qui nous transmet une vision aseptisée, mais qui a été conditionnée donc, de la réalité. Et dans le cas du Congo, c'est la manière dont a été conditionnée la population à avoir une certaine vision du Congo. Je me trompe? C'est Panoptique? Bon, d'abord, le mot lui-même, d'abord la tour panoptique existe. Donc, même si beaucoup font semblant de ne pas s'en être aperçus, elle existe, elle est sur le canal de Bruxelles. Et donc, de quoi est-elle le nom? D'abord, le nom lui-même vient Panoptique vient d'un procédé de surveillance conçu par le philosophe Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Il avait envisagé le projet d'une prison modèle, une prison parfaite, où à partir d'un point central,
on voit tout sans être vu, ce qui est en fait l'apanage de Dieu. Donc la tour panoptique s'inscrit dans une société que plus globalement je dénomme capitotale. Donc c'est un phénomène, ce sont capitotale et la tour panoptique sont indissociables, et indissociables aussi du néo-capitalisme, ainsi que du monde dit postmoderne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et donc on le sait plus ou moins, qu'il s'est produit un basculement du système archéo-capitaliste tel qu'il prévalait encore jusqu'à la fin des années 60, disons, début des années 70. Il s'est produit un basculement, je ne vais pas m'étendre ici, parce que c'est gigantesque, enfin, mais donc un basculement, on a basculé dans un néo-capitalisme, donc le capitalisme des actionnaires, mais donc où, donc, de manière massive, a été assénée l'idéologie néolibérale, qui signifiait, donc voilà, la main invisible du marché dicte tout, la main invisible du marché fait en sorte que guide ne doit pas subir d'entrave, et donc sous la loi, la seule loi de donc du marché, les choix de la multitude de monades seront rationnels, ce qui va garantir l'intérêt général. Et donc cette idéologie a pris naissance, développée, bon, je parle, donc le néolibéralisme, donc à partir de la fin des... Parlons du conditionnement des esprits. Alors, en même temps, cette évolution du capitalisme, on va dire au fond, le capitalisme lui-même a opéré une révolution. On pourrait le dire encore de cette façon-ci. C'est comme s'il y avait eu un super parti politique, mais qui ne s'est jamais désigné comme tel, qui avait eu comme slogan « Front de libération du capital ». Donc c'est ça qui s'est passé. À partir des années 70, le front de alors que tout le monde faisait semblant de croire qu'il y avait des joutes politiques, qu'il y avait une conflictualité démocratique entre la soi-disant gauche et la soi-disant non, c'est le front de libération du capital qui s'est imposé en mettant dans ses poches, en utilisant comme agent la gauche et la droite. Et à partir du moment où cette domination absolue, donc horizontale du marché, supprimait tout axe vertical et toute téléologie, comme c'était encore le cas dans l'archéo-capitalisme, où subsistaient encore beaucoup d'éléments traditionnels venant des religions, et donc notamment moraux venant des religions. Donc ce néo-capitalisme balaye tout ça, balaye l'axe vertical, donc il n'y a plus que cet axe horizontal. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie la destruction du politique en tant que tel. On est en plein. La destruction du politique, de l'éthique. Une uniformisation des idées et un conditionnement. Alors, Colette, c'est ce que vous... Mais attends, parce que je n'ai pas... J'ai juste terminé ma phrase. Je peux pas. Non, mais juste terminer la phrase, c'est-à-dire que cette situation économique, cette situation réelle, exige la création d'une gigantesque instance idéologique qui fabrique en permanence une représentation fausse de cette réalité. C'est ça la tour panoptique. C'est le système, c'est la représentation fausse d'une réalité qui par elle-même serait inacceptable. Voilà. Et donc on est dans une folie généralisée. Et donc de cette folie généralisée, vous avez été le témoin également, et c'est quelque chose qui vous a porté, Colette, parce que vous ne vouliez pas faire partie de cette génération qui serait fait, auquel on aurait fait avaler des vérités, une représentation des idées fausses, et c'est ce qui va vous pousser. Alors c'est curieux, ça commence bien avant l'Afrique, vous battez contre les représentations fausses à l'intérieur de votre journal sur des thèmes féministes, mais vous vous battez aussi vis-à-vis de vos partenaires amoureux, avec un partenaire tunisien que vous allez remettre à sa place, vous allez partir en Libye
première fois où vous allez savoir qu'un certain Laurent Désiré Kabila fréquente la Libye. Et puis, ma question est, quand vous êtes en train de traiter de l'Afrique, comment est-ce que les médias, que l'on peut considérer dans une certaine mesure comme étant des rouages du panoptique, comment est-ce que les médias qui sont en place en Belgique à cette époque-là vont accueillir vos histoires, vos récits qui ne sont pas dans le droit fil du colonisateur? Ça se passe comment? Mais avec l'autorité, il y a parfois des problèmes parce que je ne reflète pas ce que l'autorité souhaite que j'écrive. Et alors, ça mène parfois à des conflits, même avec Louis Michel, que j'aimais beaucoup, mais parfois il a dit « Ah, vous avez de nouveau écrit des conneries ?» Je dis « Bah écoutez, je maintiens, voilà. » De Gucht aussi, qui m'a dit un jour, il m'a dit « Vous ne voyagerez plus jamais dans un voyage officiel avec un ministre belge. » Je dis « Écoutez, les ministres passent, les journalistes restent. » La discussion était close. Et donc, moi, j'ai toujours gardé le fil, enfin, essayé de naviguer. Et puis, j'ai toujours été intéressée par le Congo jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ce pays, l'Afrique en général, mais le Congo en particulier, n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit toute sa vérité. Et quand Jean-Loup parle du fleuve de Mamiwata, je pense un peu à la situation actuelle. Les fleuves, les rivières de ce pays n'ont pas dit leur dernier mot. Et jusqu'aujourd'hui, elles sont en train de défier l'ordre colonial. On lit tous les 6 mois, à chaque saison des pluies, que Kinshasa est inondé, que Kisangani est inondé, que le fleuve déborde. Oui, le fleuve déborde, parce que ce que ça m'a toujours frappé à Kinshasa, c'est une ville construite par les Blancs qui tourne le dos au fleuve. C'est le plus beau fleuve du monde, le plus vaste. Il n'y a pas à Kinshasa un endroit avec un quai, une promenade le long du fleuve où on peut jouir de la beauté des eaux. Il n'y a pas ça. Il n'y a que des entrepôts, des usines, des marchandises qui débarquent, des bateaux qui arrivent, le trafic de marchandises, le commerce. Il n'y a que ça. Le fleuve, sa beauté, son immensité, on lui tourne le dos, on s'en fout. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, le fleuve se venge. Il se déborde de tous les côtés. On spécule sur l'immobilier, on spécule sur les terres, les maisons s'écroulent. Le fleuve arrive, il inonde tout, il reprend possession de cette ville, il reprend possession du pays, pas seulement à Kinshasa, à Kisangani, partout. C'est la montée des eaux. Et cette montée des eaux, c'est géographique, c'est physique, mais c'est aussi très symbolique. C'est la nature qui revient, qui dit quelque chose. On nous a exploités, on nous a tourné le dos, maintenant on est là. Et quand vous demandez aux Congolais comment ils vont, justement, la réponse est toujours « Ah, c'est difficile, on n'a pas d'argent, on ne comprend pas. » Et on insiste, et comment ça va? Et la réponse est toujours « On est là. » Eh bien, ils sont là. Et moi, je dis, ils seront encore là, après nous. Ils seront là. Parce qu'ils ont quelque chose qui est une sorte de vérité intemporelle, de rapport à la nature qui nous dépasse, que nous avons tenté d'écraser depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, avec des alliés qui sont les personnes au pouvoir depuis toutes ces années. Mais il y a quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, quand je vous parle, il y a des négociations de paix, on peut parler pendant des heures, des deals à la Trump, des négociations économiques pour on va acheter la paix, on va faire venir les multinationales, etc. C'est en train de capoter, c'est en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui refusent, des jeunes gens qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été à l'école des Blancs, il n'y avait pas de place, ils n'avaient pas d'argent. Voilà. Ils ont pris les armes parce qu'ils ne veulent pas que leur pays soit vendu de monnaie. Ils prennent les armes contre les envahisseurs, ils prennent les armes contre ces étrangers qui veulent les dominer. On les appelle Ouazalendo, enfants du pays. Et aujourd'hui, dans toute la presse internationale, vous allez lire que ce sont des coupeurs de route, des bandits, de grands chemins, etc. Il se fait que j'ai parlé avec certains d'entre eux lors de mes derniers reportages. Ce sont des étudiants qui ont quitté l'université parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour continuer leurs études. Ce sont des écoliers qui ont quitté l'école et qui ont dit « Nous allons prendre les armes pour défendre notre pays et mettre à la porte ces envahisseurs qui, sous différentes appellations, se succèdent et nous exploitent. » Donc cette veine profonde de ce peuple, de ce pays, que ce soit la nature et que ce soit les gens, elle est toujours là, elle est toujours vivante. Et le Congo, je
elle n'a pas dit son dernier mot, et il va encore nous surprendre. Et le Congo, c'est l'Afrique. L'heure n'est pas encore venue, mais ils vont encore nous surprendre. Et c'est pour ça que j'aime bien l'image de Mami Wata. La déesse du fleuve n'a pas dit son dernier mot, elle non plus. Elle est toujours là sur le fleuve et elle imprègne encore l'imaginaire des gens, de leurs histoires. Quand vous allez voir les artistes populaires, ils représentent Mami Wata, ils représentent cette sirène. Elle est là dans leur esprit, dans leur imaginaire, et elle mène à des œuvres d'art magnifiques. Et on connaît la peinture, on connaît la sculpture, on ne connaît pas encore la littérature des Congolais. Et ça, c'est le prochain rendez-vous qui devrait être honoré. Il y a des écrits, il y a des poètes, mais ils ne sont pas encore traduits, pas encore connus, pas encore diffusés. Et notamment Nkoli Jean Bofan. Eh bien voilà. Ici, Nkoli Jean Bofan, qui est un des romanciers vivants les plus géniaux, qui vit ici à Bruxelles. Je regrette qu'il ne soit pas là. On en a. Donc, et qui d'ailleurs, Jean Bofan, d'ailleurs, donc, si on regarde comment au cours des dernières décennies a été fabriquée dans les milieux de la pseudo-intelligentsia, donc notamment universitaire et médiatique, l'idéologie du post-modernisme, cette idéologie devenue dominante, ayant éliminé pratiquement toutes les références humanistes du passé, en mettant pratiquement au pouvoir dictatorial la figure de Nietzsche, et donc du nihilisme. Enfin, effectivement, Bofan est un excellent exemple de cette... Non, mais voilà comment lui... Donc, j'ai précisément ici... Donc, on ne va pas lire de texte. Non, je veux dire que Jean Bofan, c'est pour ça que j'ai pris la peine de prendre Jean Bofan, justement, dans ce contexte anti-humaniste qui baigne dans le milieu intellectuel aujourd'hui, officiel, dans tout le monde occidental. Eh bien, c'est chez un écrivain congolais qu'on va trouver, donc je ne vais pas peut-être lire, qu'on va trouver donc, dans son dernier roman, qu'on va trouver une proclamation humaniste. Et donc, c'est extraordinaire. Et donc, je partage entièrement l'optimisme de Colette quant au futur, et je peux même éventuellement vous livrer un scoop donc, qui vient directement de la sirène elle-même, de la sirène du fleuve elle-même. Et je précise que je fournirai à la fin de cet entretien, je fournirai la preuve matérielle de cette relation intime, personnelle avec... Un scoop pour tous les journalistes, ça doit tenir en 15 mots. Alors, oui, le scoop est le suivant. Il y a eu, si on n'a pas oublié, dans l'histoire européenne, et donc dans l'histoire universelle, il y a eu, en France, en 1789, une révolution de la liberté, révolution bourgeoise, de la liberté économique, en 1789. Il y a eu, en 1917, une révolution de l'égalité, la révolution russe, la révolution soviétique, 128 ans entre les deux, entre la révolution française et la révolution. Eh bien, la sirène du fleuve me prie de vous faire savoir que exactement dans le même laps de temps, après la révolution soviétique de l'égalité de 1917, en 2045, donc actuellement, le fleuve est en train de préparer, il se prépare sur le fleuve, la révolution de la fraternité, la révolution congolaise de la fraternité, pour 2045. Voilà, c'était le scoop. Vous remercierez Mami Wata pour ce scoop. Je vais justement rebondir sur cette question des littératures, puisqu'on est ici à écrire l'Afrique. Donc on voit bien qu'il y a de nouvelles voies, dites-vous, Colette, une littérature à découvrir, qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui est aussi alimentée par de nouvelles voies, et qui est une littérature africaine qui nous parle de l'Afrique, une littérature congolaise qui nous parle du Congo. Ok, on a bien compris.
Donc, à partir de là, ce n'est pas pour dire que vos visions n'ont pas de pertinence, parce que c'est évidemment la vision de blanc qui voit l'Afrique, et ça aussi, c'est pertinent. Mais la question aujourd'hui est, en 2025, comment se fait-il que vous soyez toujours à ce point intrigué, affairé autour du Congo, alors qu'on pourrait se dire, tiens, d'un point de vue journalistique ou d'un point de vue humanitaire, on pourrait s'intéresser davantage à la Somalie, au Soudan, ou à nouveau au Niger, que vous avez bien connu. Colette Brackmann. Mais je suis allée dans tous ces pays, je suis allée en Somalie, en Éthiopie, enfin, mais le Congo, c'est notre responsabilité. Le Congo est aussi une histoire belge, donc je peux me passionner évidemment pour toutes les anciennes colonies françaises et le projet de la France-Afrique, les relations très difficiles avec Paris, tout ça m'a vraiment beaucoup intéressé, la Somalie, le Soudan aussi, mais le Congo, c'est nous. C'est à nous qu'ils s'adressent, c'est de nous qu'ils attendent quelque chose, c'est nous qui avons façonné un peu leur imaginaire et la situation dans laquelle ils sont, c'est nous qui avons été complices quand même de Mobutu pendant combien d'années, qui avons fermé les yeux sur des abus jusqu'aujourd'hui. C'est pas à vous que je dois le dire, je lis dans les faits divers qu'une voiture a été arrêtée en Bulgarie avec 205 kilos de cocaïne, que cette voiture venait de Bruxelles avec une plaque diplomatique qui avait été donnée à cette voiture, au conducteur, à Bruxelles, pour cette voiture qui allait en Bulgarie, à la frontière avec la Turquie, 205 kilos de cocaïne, et que c'était déjà son 5e voyage, et qu'elle était sortie de Belgique sans être inquiétée. C'est une histoire congolaise, je suis désolée, c'est aussi une histoire belge. Et donc ça m'intéresse, je voudrais bien en savoir plus. Voilà. Donc le Congo se rappelle toujours à nous par des choses positives, mais aussi par tout est superlatif. La corruption, elle est superlative par rapport à la Belgique, mais les professeurs sont bien ici. Mais là-bas, on arrive dans des superlatifs de personnalités politiques sur lesquelles on met des enquêtes. Cherchez bien, vous allez trouver des implications africaines. Et donc, c'est notre histoire. Le Congo, c'est notre histoire. Peut-être pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et c'est notre héritage, et nous sommes aussi les héritiers du Congo, etc. Et nos passions sont... Le Congo fait partie de nos passions aussi, et notre dialogue difficile avec la diaspora, avec les Africains qui sont ici, qui peinturent les statues de Léopold II, qui suscitent la colère de nos parents, de nos amis. C'est une histoire belge, c'est une histoire congolaise, et là, on n'a pas fini de l'écrire, on n'a pas fini de la découvrir. Merci d'avoir rappelé cela, parce que c'est important aussi de souligner. Donc, ne pas abandonner ses responsabilités. Alors, dans ces responsabilités, est-ce que le bilan des Blancs, donc vous disiez dans votre livre, système fasciste, système de l'apartheid à la sud-africaine, c'était le système belge avant l'indépendance. Est-ce que ce bilan est absolument négatif, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Si on devait reprendre la colonisation belge, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marché ou rien? C'est très difficile de répondre à une question qui est posée dans les termes médiatiques. Excuse-moi. Donc ce sont des questions gigantesques et on ne peut pas y répondre comme un épicier qui fait son bilan positif, négatif, tout le monde se souvient de la réponse de Georges Marchais. Et donc bilan globalement positif ou climat. Et donc ça dépasse largement la comptabilité. Et donc il est évident que nous sommes on ne peut pas envisager des questions aussi complexes sans un regard dialectique, donc qui envisage globalement l'ensemble des questions. Et il est évident que les Congolais que j'ai rencontrés, y compris au cours de ce voyage en 92, les Congolais que j'ai rencontrés les plus éclairés disaient alors que, évidemment, reconnaissaient qu'ils devaient beaucoup à la Belgique. Et à cet égard, il y a un passage de roman de Colette Brackmann
qui est extrêmement éclairant, c'est quand Colette rappelle qu'en 1985, quand Reagan arrive au pouvoir, quand Reagan est au pouvoir, et donc Mobutu est déjà là pratiquement, il est déjà pratiquement le dinosaure. Mais il se fait que Mobutu, d'une certaine façon, a perpétué quelque chose de l'ordre colonial belge où il y avait, disons, un certain nombre de trucs qui fonctionnaient. Et il y avait relativement, donc malgré le paternalisme, etc., il y avait un certain nombre une certaine forme d'organisation qui, par la suite, pouvait et peut être regrettée. Donc, Colette rappelle dans son roman qu'en 1985, le secrétaire d'État américain dit à propos du Zaïre de Mobutu, qui est pourtant sur la même ligne, qui est pourtant un complice fidèle de son maître Reagan. Donc le secrétaire d'État américain dit « ça doit changer, il y a trop d'intellectuels au Zaïre, il faut l'accès, il y a trop d'intellectuels, l'accès est trop facile à l'université, il faut faire des coupes sombres dans l'éducation. » Et donc c'est un exemple de ce néo-capitalisme dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas le temps, je n'ai fait que l'évoquer très brièvement, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de strates dans l'histoire de la colonisation, et donc il y a effectivement, il est vrai qu'on peut être amené, la situation à un moment donné devient un peu partout dans le monde, un peu partout dans le monde, partout dans le monde. Donc, par exemple, à Gaza, le système de colonisation, donc aujourd'hui, eh bien, n'a plus rien à voir avec donc le système de défense des Palestiniens, n'a plus rien à voir avec ce qui pouvait en faire être il y a 30 ans. On est dans une guerre. On est dans une guerre généralisée. Et donc, pour éventuellement avoir un espoir, parce que nous en partageons l'optimisme, mais il faut essayer d'avoir une vision globale. Et à cet égard, je m'en voudrais de ne pas rappeler ce que disait George Washington, et qui était aussi très éclairant pour la situation de Gaza aujourd'hui. George Washington, à son époque, disait, à propos des pourparlers de paix avec les tribus indiennes, qu'il fallait d'abord commencer par les massacrer avant d'engager les pourparlers de paix. Et donc, ce principe fondamental, c'est pour dire qu'il y a une guerre avec un des camps qui a une stratégie, et actuellement, l'autre camp est battu, archi-battu, et n'a même pas conscience de... Donc il y a une flamme, il y a de la lumière qui doit... il faut essayer de faire surgir de la lumière, et ça nous ramène à la fameuse phrase de Goethe. Vous voyez, donc un livre comme celui de Colin Brackman, puissamment, offre ce don que je vais qualifier de surnaturel. Alors, je voudrais quand même citer un passage de votre livre où vous faites parler à un évêque que vous avez entendu, ou que, disons, la sirène Namiwata a entendu, mais je pense que c'est vous. Il dit « Nous sommes un peuple trahi, un peuple torturé, trahi par lui-même, par ses propres enfants. » Alors ça, c'est quand même une réflexion intéressante. Trahi par lui-même, par ses propres enfants. Le Congo est un peuple trahi par ses propres enfants, Colette. Jusqu'aujourd'hui. Enfin, jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez le régime actuel qui fait un pacte avec Donald Trump, qui est le pacte sur les matières premières, où il fait l'accord, voilà, on va inviter des sociétés américaines à exploiter les minerais du Congo qui sont essentiels pour notre industrie, le cobalt, le coltan, le lithium, etc. Et ils vont sortir tels quels du Congo, ils vont être retraités dans le pays voisin, qui est un allié de l'Occident, un bon soldat, qui est le Rwanda. On va les retraiter, donc la plus-value, elle va se mettre à l'extérieur du pays, et puis ça va partir bien emballé, bien propre, vers des usines d'électronique et tout ça aux États-Unis. Et ça, c'est le deal de Trump en échange de la paix, de la fin de la guerre. Et on est en train d'essayer d'imposer ça au Congo aujourd'hui. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le régime est corrompu, que Tshisekedi essaie de jouer au plus malin et de rouler Trump. Ça va être difficile, mais enfin,
Ils sont complices, hein. Ils sont complices, Ils sont mais complices, ils essaient ouais. de se rouler, Mais oui. l'un l'autre, ils essaient de rouler. Le Rwanda, c'est compliqué aussi. Et puis il y a ces combattants qui essaient aussi de se battre, de contrer ça. Mais jusqu'aujourd'hui, ce sont des échanges illégaux, ce sont des manœuvres insensées pour s'approprier, comme toujours, comme au XIXe siècle, il y avait l'ivoire, il y avait l'ivoire, il y avait l'uranium, il y avait le cuivre, et aujourd'hui c'est le coltan, et demain ce sera le lithium, et après-demain ce sera autre chose. Il y a toujours quelque chose au Congo dont le monde a besoin, il y a toujours une occasion de les rouler. Mais il y a toujours des gens qui résistent et qu'on appelle des Ouazalendo, des terroristes, des irréguliers, etc. Mais il y a toujours de la résistance. Et ça, c'est le sens du monde. Et dans ce monde-là, il y a toujours des gens debout. Alors, je n'ai aucune pertinence sur l'Afrique. Par contre, je me rappelle très bien, dans les Panama Papers et lors des grandes fuites de la décennie passée, qu'on a vu que, en fait, les Belges sont quasi absents aujourd'hui dans les grands deals secrets sur les matières premières. Ils sont remplacés par des personnes qui viennent des pays de l'ex-URSS, sans parler des Chinois. Et on voit aussi de manière très drôle que le pouvoir congolais parvient à vendre une fois, deux fois, trois fois le même lot minier. Donc c'est de l'escroquerie, mais à très grande échelle. Donc ça vous étonne ou ça correspond à votre vécu, à ce que vous avez constaté? Mais, excuse-moi, mais le crime fait loi à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, depuis 35 ans. Grosso modo, personnellement, je me permets de dater ce constat de la fin de l'Union soviétique. Donc depuis lors, le crime organisé, donc c'est ce qui devrait être documenté, mais il est interdit de documenter, c'est à quoi travaille la tour panoptique, à empêcher une représentation honnête de cette réalité. Les phénomènes, en tant que phénomènes, fourmis, donc il n'y a plus que ça. Donc tu rappelais l'épisode avec... il y a donc la réalité, aujourd'hui à l'échelle planétaire, donc puisque le politique, l'éthique, en tant que les éléments, donc les éléments qui étaient en principe l'éthique et l'esthétique, en tant que... Donc ces trois éléments qui devraient aller ensemble, donc sont anéantis. Hein, donc parlons de la question de l'esthétique, quand massivement à l'échelle mondiale, les maîtres de l'humanité mettent à la disposition de chaque bête du troupeau un petit instrument qui déverse dans son cerveau une marée noire toxique, une marée noire dont la finalité, presque même pas dissimulée, et donc cynique, est justement de plonger dans les ténèbres et d'empêcher toute véritable lumière. Et donc, quand l'éthique, donc ça c'est l'esthétique, l'éthique, ben c'est en principe, l'humanité est une. Donc nous avons été les présupposés idéologiques, moraux, religieux de la société, tels qu'ils continuent encore à plus ou moins subsister, enseignent qu'il y a une unité du genre humain. Enfin, en principe, la Déclaration des droits de l'homme postule l'ONU. Et quand on vit concrètement, réellement, dans un monde où prévaut l'idéologie selon laquelle il y a une scission radicale entre les élus et les damnés, ou bien les winners et les losers, c'est bien dans ce monde-là qu'on vit en permanence. C'est ça qui est endoctriné aux enfants depuis le plus bas âge, en permanence. Après, comme disait Bossuet, Dieu se rit de ceux qui chérissent les causes de ce dont ils maudissent les conséquences. Donc on est dans cette folie, dans cette folie de destruction de la logique la plus élémentaire. Colette, maintenant que Jean-Louis nous a bien repeint le monde en noir, quel est le futur de l'Afrique?
Mais je crois que les losers, comme dirait mon voisin, les losers aujourd'hui, ils sont bien informés. Ils savent ce qui leur arrive. Et donc, les réseaux sociaux, il est facile de les dénigrer, de dire que tout ça sont des racontars, que c'est un poison, on y passe des heures. C'est vrai. Mais il y a 20 ans, un Congolais de Kisangani ne savait rien de ce qui se passait au Kivu. Il ne savait pas qu'on était en train de dépouiller ses compatriotes du Kivu. Un type du Kivu ne savait pas que les Ougandais qui Kisangani piquaient tous les diamants, etc. Parce que les communications ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, en temps réel, n'importe qui, un chauffeur de taxi, un ouvrier, un paysan, il a son téléphone. Ils ont tous le téléphone et ils savent exactement ce qui se passe partout dans leur pays et ils se mobilisent pour ça, ils ne se laissent plus faire. Donc, dans quelque chose qu'on peut considérer comme négatif, les réseaux sociaux, la prolifération du numérique, des rumeurs, etc., il y a aussi des éléments correcteurs qui sont une information qui est diffusée à tout le monde et qui renforce le sentiment d'appartenance, qui renforce le sentiment patriotique, qui renforce le sentiment d'une injustice contre lesquels ils ne vont pas se laisser faire. Et vous avez aujourd'hui, dans tout le pays, des gens des voix qui expriment des résistances, qui essayent de s'unir, et les réseaux sociaux leur en donnent l'occasion. Alors, il est évidemment plus facile de critiquer les réseaux sociaux en dénonçant, et c'est vrai, l'intox, les trucs qu'on achète, etc. Mais il y a tout de même des vérités qui, dans ce fleuve... Il y a des journalistes d'investigation. Dans ce fleuve, il y a des vérités qui émergent et qui finissent par devenir accessibles à tous. Et ça, c'est aussi un facteur de changement dont on ne mesure pas aujourd'hui le levier que ça peut représenter au sein de la population. Nous, on voit les superstructures, les grands chefs qui ont été à notre école et qui disent ce qu'on a envie d'entendre. Ça, je peux vous en citer beaucoup, mais la réalité du peuple, c'est pas celle-là. Ils ont aussi leur circuit à eux. Ils l'ont toujours eu, mais maintenant, plus que jamais, grâce à ces fameux téléphones. Voilà, time pour moi. Maintenant, la parole est à vous. Vous avez bien compris qui vous aviez face à vous, ce qui était leur centre d'intérêt, ce qui était leur texte. Donc, je vous propose, parce qu'il nous reste 3/4 d'heure, 1 heure, d'échanger librement. Ils sont là, ils sont en attente de vos questions, de vos interrogations. Qui va oser le premier? Madame. C'est une question générale. Est-ce que, selon vous, madame ou monsieur, les nouvelles générations ont changé, les lignes ont changé pour les nouvelles générations dans la conception du bon colonisateur, c'est-à-dire celui qui apporte la civilisation, la bonne religion, ces gens pieux, les colonisateurs qui font des routes. Celui-là, est-ce que ça a changé maintenant avec le temps dans les nouvelles générations? Quand je dis ça, je pense à Tintin. À Tintin, selon moi, Tintin apporte dans les bandes dessinées, il pérennise celui-là, du bon colonisateur. Voilà, qui a toujours raison. Voilà. Est-ce que les nouvelles générations ont pu se débarrasser de ces mythes? En grande partie, mais je crois qu'il est poursuivi par la génération plus ancienne, si vous voulez, ceux qui ont connu la colonisation, parce qu'il faut aussi dire que les Belges en particulier n'étaient pas les pires, ils étaient plutôt bons enfants, même si les règles étaient rigides, si l'ordre colonial était rude et injuste. À titre personnel, nos compatriotes n'étaient pas des types extrêmement ni violents, il y avait une espèce de côté bon enfant, méprisant bien sûr, se sentait supérieur, mais bon enfant. Et ça, les Congolais ont gardé ce souvenir d'un certain paternalisme de la colonisation et ils ont transmis ça à leurs enfants. Leurs enfants, bien sûr, ne connaissent rien, ils n'y étaient pas, et ils disent oui, mais quand même, les Belges n'étaient pas les plus mauvais, sauf ceux qui sont dans la diaspora. Ceux qui vivent en Belgique, eux, sont confrontés ici à un racisme actif, à l'inégalité, aux difficultés d'accès au logement, d'accès au travail. Ils sont confrontés à ça directement. Ils le prennent, si j'ose dire, en pleine figure. Et donc là, ça provoque des réactions violentes
d'hostilité, de radicalisation. Mais ce n'est pas tellement le cas à l'intérieur du pays, où ce qui est transmis par les anciens, c'est une espèce de colonisation, je ne dirais pas bienveillante, mais bon enfant, comme les Belges l'étaient, qui n'avait pas ce côté hautain des Français, ou carrément raciste des Sud-Africains. C'était un truc bon enfant, avec des arrangements qui étaient toujours possibles. Parce que quand même, on était entre Belges, et eux sont entre Congolais, les arrangements, c'est peut-être plus en commun. Est-ce que le fait d'avoir conservé dans le pays quelque chose de cette représentation mythique, est-ce que c'est un handicap ou une force? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Une force pour eux, évidemment. Oui, c'est une force. Enfin, je dirais presque les Congolais disent qu'eux sont capables de gérer les Belges. D'accord. Les Belges, c'est la même chose les Congolais, mais bon. Si je vous permettre de rappeler ce que disait Aimé Césaire à propos de la colonisation, et donc il y a l'aspect idéologique, et donc de quelle colonisation parlons-nous, et de quelle, au pluriel, de quelle néo-colonisation des cerveaux. Donc aujourd'hui, massivement à l'échelle mondiale, donc les affaires du monde, la manière dont les choses se passent, ne pourraient pas s'imaginer si sans une gigantesque guerre de colonisation des cerveaux, je dirais que de prise de possession des esprits, pour faire le lien avec ce dont je parlais au tout début. Donc quand j'évoquais le point de vue de la sirène du fleuve, qui dit que l'œuvre littéraire dans laquelle j'ai inclus Colin Brackman relève d'une rencontre, d'une opération chamanique, d'une rencontre avec les esprits, eh bien c'est précisément cela que les forces dominantes essayent d'empêcher, et donc c'est à ça que sert la tulpanoptique, à empêcher puisqu'il puisse y avoir une autonomie de pensée chez la majorité de l'humanité, et qu'il puisse y avoir cette rencontre avec les esprits qui, dans toutes les civilisations, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition grecque, pour parler de nos sources culturelles, de nos sources de ce fameux Occident, que ce soit dans la tradition biblique ou dans la tradition philosophique chez les Grecs, les deux éléments fondamentaux que dit l'esprit, que disent les esprits, que ce soit chez le prophète Isaïe ou que ce soit chez Socrate, les deux disent la même chose. Ils envisagent dans les deux cultures, dans les deux traditions, on envisage comme idéal suprême la justice et la vérité. Alors, la question qui est posée, donc la question fondamentale qui est posée dans mon travail littéraire, consiste à mettre en question les manœuvres, les manipulations en tout genre, dans lesquelles se joue une guerre pour empêcher l'accession à la justice et à la vérité, pour empêcher même toute prise de conscience. Et ce qui, malheureusement, donc même si je partage l'optimisme de Colette, je ne peux pas, moi, fermer les yeux sur le fait que dans le quartier de Matongé, il y a 30 ans, on parlait politique dans les cafés, maintenant on parle drogue. Maintenant on parle drogue, donc il y a un abaissement, un effort, et une régression qu'on peut appeler anthropologique, sur laquelle il y a lieu de s'interroger, parce que notre optimisme pèserait peu s'il n'envisageait pas, s'il n'était pas conscient de cette situation catastrophique. Et je vous dis ça à vous, monsieur, en tant que journaliste, en vous remerciant pour le travail que vous faites ce soir, et en sachant que dans votre... Parce que je le parle à titre personnel, donc le rapport que nous pouvons avoir avec les journaux, et donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc si demain devait disparaître votre journal, moi personnellement, donc avec le discours critique que je tiens, je considérerais ça comme une catastrophe absolue. Or, on va dans cette direction-là. Tout se dirige vers ça. Touchons du bois. Colette.
Ce que Jean-Louis vient de dire est important. Est-ce qu'il y a vraiment une régression dans la diaspora? Et est-ce que cette régression qu'il évoque ici en Matongué est similaire peut-être à Kinshasa? Mais non, il y a peut-être une régression, mais il y a surtout un élargissement du territoire. C'est que les premiers Congolais qui sont venus, évidemment, tout le monde le sait, se sont installés à Issel, à Matongué, près de la maison africaine. Ils ont essaimé Josébois. Ça, c'était le premier noyau. Mais après, la génération suivante, ils ont étudié, ils ont du travail, et ils essaient d'acheter une maison. Ils sont devenus comme tout le monde. Ils essaient d'acheter une maison, de s'installer avec la famille, trouver une école pour les enfants. Et donc, ils quittent Matongué. Et les nouveaux arrivants sont d'un autre niveau social, d'autres pays aussi. Vous allez à Matongué aujourd'hui, il y a peut-être de la drogue, mais il y a de moins en moins de Congolais. Il y a des nouveaux venus qui viennent de l'ensemble de toute la planète. Vous avez des ongleries, vous avez des magasins asiatiques. Ce sont des nouveaux venus qui ont d'autres pratiques commerciales parce que les Congolais sont toujours là. Mais ils habitent, et alors c'est important à dire, beaucoup d'entre eux habitent dans les régions flamandes autour de Bruxelles. Parce que eux, quand on leur pose la question, moi je dis, mais et les enfants, ils vont à l'école en flamand? Alors bah, bien sûr, et vous parlez comment avec vos voisins? En flamand, bien entendu. Bon, et vous avez appris en combien de temps? En 6 mois, on apprend le flamand, mais c'est pas un problème. Et les enfants, je dis, ben ça, alors nous, il faut en 20 ans, on n'a toujours pas appris. Et ils s'habituent. Et donc, ils parlent le néerlandais très très bien, les enfants sont intégrés et les enfants remportent des prix sportifs parce qu'ils sont bons en sport et donc l'école monte de niveau et donc tout le village se met d'accord, il faut qu'ils restent à l'école parce que l'école elle est upgradée en sport grâce aux bons résultats des enfants africains. Voilà. Donc il y a aussi des aspects qu'on ne connaît pas. Merci pour cet éclairage. Merci Colin. J'ai une question. Pour le Congo, il y a plusieurs langues. Et tout à l'heure, vous avez mentionné le patriotisme naissant. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire concernant ce patriotisme et les différentes langues du Congo? Le patriotisme a toujours existé. Je crois que ça, c'est peut-être l'un des héritages de Lumumba. C'est que cette figure mythique, disons, de l'indépendance, elle a existé. Et Mobutu aussi, Mobutu, bon, si je l'ai critiqué, mais Mobutu a réussi à créer quelque chose de particulier, qui est une sorte d'identité zaïroise autrefois, congolaise aujourd'hui, qui est un certain patriotisme. Parce que je vous assure que depuis les années 90, les tentatives de division du Congo, d'éclatement du pays, quand le pays était divisé en 3 régions qui n'avaient pas de contact entre elles, on ne pouvait même pas voyager d'une région à l'autre, on ne pouvait même pas envoyer une lettre. On me donnait des lettres à Kinshasa pour Kisangani que je devais poster à Bruxelles, que ça arrive par d'autres voies. Mais malgré toutes ces tentatives pour diviser le pays, il est toujours là et les gens sont attachés à l'unité de ce grand pays. Et vous avez même le Rwanda aujourd'hui, c'est une autre histoire, qui essaye de détacher l'Est du Congo de l'ensemble du pays pour des raisons économiques et politiques, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens restent liés à leurs compatriotes de Kinshasa. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas les Belges qui ont inventé le Congo. Le royaume Congo, voilà. Presque millénaire. Oui, il y avait un royaume, évidemment, comme tout le monde, voilà. Que l'ensemble, qui s'étendait jusqu'en Angola. Voilà. Mais la question reste extrêmement pertinente. Mais c'est que ce patriotisme va par-delà les langues, par-delà les territoires. Oui, et moi je dirais parfois que les Congolais ont le même humour d'un bout à l'autre du pays, vous rigolez des mêmes blagues, et je dirais même plus, il n'y a que les Belges qui comprennent ce type de blagues. L'humour belge, peut-être que ça a marché. Oui. Question ? Madame. Peut-être une question un peu particulière. Que savons-nous de la littérature ou des traditions orales littéraires du Congo? Est-ce que c'est du chant, de la poésie
ou Ouais, de la ça vient fiction. Les missionnaires ont fait un assez important travail qui consistait à recueillir, mais sous forme de dictons. Et donc il y a toute une série de petites maisons d'édition qui ont fleuri pendant l'époque de la colonisation. Et puis on est arrivé au moment où il n'y a carrément plus de livres. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Il n'y a personne qui sait acheter un livre. Mais il y a des écrivains, donc notamment, j'avais eu l'occasion de rencontrer Pius Nangu Kachama, mais qui vit aux États-Unis. Alors, et de toute manière, dans le futur, je n'ai aucun doute sur le fait que, j'ai un regret, c'est de ne pas pouvoir lire ce qu'ils produiront demain. Oui, moi, je crois On sera étonné, on sera stupéfait. Oui, les Congolais, on connaît leur musique, elle a fait le tour du monde, on connaît leur danse, leur musique, on connaît les arts plastiques, ça commence à se révéler, et tout la sculpture, les arts plastiques, on commence à les apprécier, à les modernes, hein, anciens, bien entendu c'est connu, mais je me dis, il y a encore cette ressource de la littérature qui est là, mais il n'y a pas d'éditeur, il n'y a personne qui investit dans les publications, dans la distribution, mais régulièrement on reçoit des manuscrits, des gens qui écrivent avec talent. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, mais il y a un réservoir de talent qui n'est pas du tout exploité au Congo, à la différence de ce qui se passe dans les anciennes colonies françaises, à Brazzaville, au Cameroun, où là, quand même, les maisons d'édition françaises font un travail de prospection, se montrent ouvertes aux auteurs africains. Il y a toute une école d'auteurs africains qui est maintenant publiée à Paris, mais en ce qui concerne les Congolais, les auteurs sont là aussi, mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'éditeur, ils n'ont pas de contact. Et donc, là, je pense qu'il y a un travail à faire. Je m'adresse presque aux acteurs culturels. Aux éditeurs belges qui sont dans la salle. Que fait une fois pour nous, les éléments, il y a des ressources à exploiter là-bas. Voilà. Absolument. J'en vois un qui fouille. Il y en a qui se sentent visés. Pas du tout. Si je peux me permettre. Oui, madame. Peut-être pour poser une question plus rapprochée que le lointain futur, comment voyez-vous une lueur d'espoir dans les 30 années qui viennent, par exemple? Dans les 30 années qui Oui. Ou les 20, 20, il y a de l'espoir, mais dans l'immédiat, on est plutôt dans le tunnel. Mais si je peux me permettre, parce que j'aimerais éventuellement toucher un mot, la construction de ce livre. Et donc, c'est une manière de répondre à votre question. Ce livre a 7 trames. Alors, je réponds à votre question. Donc, il y a une trame purement individuelle, une trame familiale, une trame sociale au sens restreint du mot social, qui correspond à le statut professionnel de la personne. Ça, ce sont 3 trames que j'appellerais, qui relèvent du biologique, Puis, il y a 3 autres trames qui sont le social au sens plus large politique, le générique, c'est-à-dire envisager les réalités à l'échelle de l'humanité entière, et le cosmique. Alors, ce qui se passe, je réponds à votre question, là, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui se caractérise par une scission radicale entre les 3 trames du bas, les 3 trames élémentaires qui confinent l'humanité dans une dimension presque exclusivement biologique, donc dans le familial, le familier, ce qu'on connaît bien, et qui les confine, et qui empêche massivement, donc qui empêche l'accession aux dimensions politiques au sens fort du mot, générique au sens de nous sommes des... Donc en quoi consiste notre lien avec l'humanité et cosmique? Et donc, excusez-moi, si je me permets de caractériser la situation d'aujourd'hui comme je peux considérer qu'aujourd'hui prévaut une scission radicale
entre ces trois dimensions, entre guillemets, enfin élémentaires, alors que la question qui se pose, et pour moi la littérature et l'art ont comme principal objectif de poser cette question, la question qui se pose, c'est d'abord d'être conscient de cette scission et d'aspirer à reconquérir la dimension, mais la dimension du politique, la dimension du générique, la dimension, excusez-moi, et là, éventuellement, il y a la lueur d'espoir, elle est là, mais seulement il faut le voir, parce que vous savez que la réponse à la question, les lueurs, toute la littérature du passé, depuis Homère, depuis l'épopée de Gilgamesh, les éléments fondamentaux sont déjà là, ont été exprimés. Tous les artistes de tous les temps, mais seulement il faut le voir, donc il faut faire quelque chose, il faut essayer d'ouvrir les yeux, et d'abord, ce qui est excellent, c'est d'être dans une démarche de questionnement dont vous témoignez, mais alors, à ce moment-là, donc il y a quelque chose qui, nous sommes confiants, nous avons de l'optimisme, mais donc il y a un bond vers les esprits. Et ce bond, il est visiblement dans la rue, c'est ce que vous dites, hein, c'est ce qui porte votre espoir, c'est cette vérité, ces jeunes répliques de Lumumba qui sont en train de se battre et que nous captons mal dans nos sociétés, que nous réduisons à des qualificatifs plutôt négatifs. C'est bien cela. Hein? Oui, c'est ça. Est-ce que je peux poser un complément de question? Oui, bien sûr. Dans ce combat pour la reconquête, je suppose que les pays ont des stratégies différentes. Quelle serait la stratégie pour le Congo? Parce que je n'ai pas eu de réponse. Du point de vue du Congo. Oui, évidemment, parce que chaque réponse ce serait une grande erreur de faire dépend de chaque confiance pays. aux dirigeants politiques, de leur faire confiance dans le... Donc, on n'a rien à attendre des dirigeants. Donc, Colette, effectivement, dans la rue, donc, il y a effectivement, le peuple congolais est en fermentation, donc il y a une germination. Donc, quand j'évoquais le scoop donc, qui m'a été donné par la Sirène du Fleuve à propos de la révolution congolaise de la fraternité en 2045, ça n'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que personne, donc, à commencer par les classes dominantes, n'a vu venir la Révolution française, personne n'a vu venir la Révolution russe, et personne ne voit venir ce qui se prépare au Congo pour 2045, et j'espère bien que nous y serons tous. La Sirène du Fleuve nous donne rendez-vous. Voilà, on va terminer par ce message optimiste finalement, et merci pour cette double question. Je pense qu'il est temps maintenant de vous laisser découvrir les livres qui se trouvent là. Et donc je rappelle Mes carnets noirs, publiés en 2023 par Colette Brackman. Il y a aussi d'autres textes. Ce texte ici a plusieurs signatures, dénonce en fait l'impunité qui est aujourd'hui la réalité du Congo. Et celui-ci est une collation de témoignages sur la violence. Et puis il y a ceci, Mami Wata, donc, qui est un texte publié en 1994, qui est un texte qui a été finaliste au prix Rossel, qui a été, il va vous sembler hermétique peut-être par ce premier contact, mais qui a été applaudi à l'époque par le journal Le Monde, par l'Humanité. Hein. C'est un texte ardu, mais c'est un texte important, a été reconnu comme étant un texte important, Mami Wata, de Jean-Louis Lippert, réédité donc par Vincent Engel aux éditions Ederle. Voilà. Je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute, et voilà, les auteurs sont à votre disposition. Je vous remercie.